Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler des nombreuses incohérences présentes dans Dragon Ball Daima. Toutes les pistes de potentielles incohérences seront analysées et confirmées en tant que telles ou non. Cette suite n'est pas compatible avec Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, et ne semble pas chercher à l'aide. Nous allons donc séparer les incohérences avec le manga Dragon Ball et les suites Super et GT. Sur ce, c'est parti! Pour commencer, dans l'épisode 1, Goku dit que les Saiyans restent petits et grandissent d'un coup à l'âge de 15 ans. Cela peut être cohérent avec Goku dans le manga original et avec Goten et Trunks dans Dragon Ball Super. Mais cela ne l'est pas avec Gohan qui a grandi normalement. Donc, incohérence? C'est compliqué. On va laisser passer et dire que Gohan est l'exception qui confirme la règle. Mais cela semble être une excuse pour corriger certaines erreurs dans Dragon Ball Super. Toujours dans le même épisode, nous découvrons Shin et Kibito défusionnés. Mais cela n'est pas une incohérence avec Dragon Ball vu qu'on ne les voit pas à la fin du manga. Cependant, cela reste incohérent avec Dragon Ball Super et GT, qui se passe chronologiquement après Daima, mais où Kibito Shin est présent. Dans Dragon Ball Daima, ils utilisent le corps de Buu pour défusionner, alors que dans DBS, ils utilisent Porunga. Dans Dragon Ball GT, ils ne défusionnent pas du tout. On sait que Shenron ne peut pas exaucer les vœux qui surpassent la puissance de leur créateur. Certains vœux, comme le déplacement et la résurrection, doivent d'ailleurs être confirmés par le principal intéressé. Cela semble donc très étonnant que Shenron puisse rapetisser toute la team. Cela est donc incohérent avec les règles de Dragon Ball, et donc incohérent avec le manga. Dans l'épisode 2 maintenant, quand les personnages redeviennent petits, ils gardent tous leur tenue et leur coupe de cheveux actuelle, sauf Krillin qui devient chauve. Incohérence ou pas? Là je pense qu'on en a une petite avec Daima lui-même. Les personnages sont donc redevenus des enfants d'à peu près 6 ans, et les enfants redeviennent des bébés. Mais bizarrement, Piccolo a bien un corps d'enfant, alors qu'à 3 ans, il avait déjà sa taille adulte. C'est une incohérence ou cela peut être expliqué du fait que Shenron ait fait en sorte qu'ils aient tous une apparence d'enfant, ou qu'ils considèrent pas Piccolo comme un adulte, du haut de ses 22 ans. Nous allons leur donner le bénéfice du doute. On peut se poser la même question pour Dende, qui redevient un bébé alors qu'il devrait avoir 18 ans. La majorité au Japon était de 20 ans avant 2022. Donc, le scénario datant d'avant cette date, on tient peut-être là l'explication. Donc, pas d'incohérence ici non plus. Dans Dragon Ball Daima, toujours dans le même épisode, on apprend que Shenron ne réalise qu'un vœu pour des personnes qui ne sont pas des habitués. Et c'est vrai qu'on pourrait penser à la résurrection de Freezer. Mais avec la présence de Pilaf et sa bande, 3 vœux ont pu être formulés dans Dragon Ball Super. Cela n'est donc pas une incohérence. Quand Piccolo entend le nom de Neva, on apprend qu'il connaît le Namek légendaire. Et ça c'est étrange pour une personne ne se souvenant pas de ses origines. Il est également au courant que les Namek ont quitté le Daimakai, volontairement car ils ne voulaient pas être gouvernés par le roi du royaume des démons. Dans l'épisode 10, Piccolo indique qu'il est le fils de Katas, chose qu'il ne devrait pas savoir à moins que Krillin ou un autre Namek lui en ait parlé. On peut aussi penser que Piccolo a assimilé les connaissances de Ney, donc je ne considère pas ça comme une incohérence au vu de ces deux possibilités. Toujours dans le même épisode, décidément, on apprend que Karin n'a pas été rajeuni non plus. Soit cela est une incohérence, soit il n'est pas considéré comme faisant partie de la bande. Et ça c'est triste, mais expliquerait l'absence de Senzu par la suite. Vous donnerez des Senzu à des gens qui se prétendent être vos amis? Je rigole bien sûr. Karin indique que le Nyoibo, le bâton magique de Sangoku, ne relie plus la tour Karin et le sanctuaire de Dende. Goku avait pourtant déjà récupéré son bâton et l'est porté durant le 23e Tenkaichi Budokai, mais celui-ci était bien de retour dans les premiers arcs de Dragon Ball Z. Cependant, il disparaît et n'est déjà plus visible dans l'arc Buu, donc le fait que ce soit Kame Silin qui le possède n'est pas incohérent. Dans l'épisode 4, Glorio indique que les Dragon Ball du monde des démons sont les originaux, ce qui contredit le fait que les Super Dragon Ball sont les toutes premières Dragon Ball, et les autres Dragon Ball ne sont que des copies faites à base des fragments de ces Super Dragon Ball. Cela pourrait être une nouvelle incohérence avec Dragon Ball Super, mais Glorio peut aussi ne pas connaître la véritable histoire. Donc on pardonne Golio. On apprend dans l'épisode 5 par Ponzi que l'espérance de vie d'un Majin est d'environ 1000 ans, mais cela ne colle pas avec l'âge de Shin qui a déjà plus de 5 millions d'années. Cependant, elle parle peut-être que des Majin du 3ème Makai, ceux qui ne comprendraient pas la race de Shin. Il est aussi possible que Shin ait augmenté sa durée de vie en devenant un dieu.
De plus, on sait que les Kaioshin ont une durée de vie limitée, car l'ancien Kaioshin indiquait qu'il ne lui restait que plusieurs milliers d'années à vivre. Dans l'épisode 16, Daigetsu demande à Shin depuis combien de temps ils ne se sont pas vus, en indiquant une centaine ou milliers d'années. Mais comme il a la possibilité de voyager entre le Makai et l'univers 7, il aurait pu se revoir il y a 1000 ans pour un repas familial, ce qui ne bouleverserait pas la chronologie de Dragon Ball. Je ne la considère pas comme une incohérence, car beaucoup de possibilités peuvent expliquer cette phrase. Dans le même épisode, Shin indique devant Goku que la Terre se trouve dans l'univers 7, chose que Goku apprend pour la première fois dans le premier arc de Dragon Ball Super. Mais ce qui intéresse Goku est le fait que 11 autres personnes aussi fortes que Beerus existent dans un autre univers. Et donc, le désintérêt de Goku peut être expliqué à ce moment-là. Ce n'est donc pas une incohérence. Dans l'épisode 8, on apprend qu'Alinsu récupère un morceau de boue après l'explosion de Vegeta. Certains pourraient penser que Piccolo aurait dû l'avoir, mais Alinsu indique qu'elle a pris de gros risques et a dû tout simplement récupérer les morceaux de boue avant le retour de Piccolo. Donc là encore, pas d'incohérence. Dans l'épisode 9, l'un des meilleurs épisodes de Dragon Ball Daima, les voleurs de la Dragon Ball tiennent beaucoup trop tête à Goku. On voit Goku avoir du mal à les arrêter, alors que ce dernier devait pouvoir les arrêter en moins d'une seconde. Cette scène est aussi bien incohérente que désespérante, car même Glorio aurait pu l'arrêter avant qu'il prenne la fuite. Donc aussi bien incohérent avec le manga qu'avec Daima lui-même. Dans l'épisode 10, Goku indique à Vegeta qu'ils ne sont pas de taille contre un simple Kraken. On peut penser que leur petite taille les ont alors très affaiblis, mais Goku réussit à vaincre un adversaire que Dabura n'a pas réussi à vaincre. On nous dit donc que ce Kraken est plus fort que Gohan Super Saiyan 2, Cell et Dabura. Pour ceux qui doutent de la puissance de Dabura, avant la marque maudite de Babidi, Shin avait peur de lui alors que le Kaioshin pouvait vaincre Freezer d'un coup. Donc le Kraken serait déjà beaucoup plus fort que Freezer. Bref, autant dire que cette phrase débile est une incohérence qui a seulement pour but de créer un danger qui n'en est pas un. Alors, là, dans l'épisode 11, on parle d'une incohérence qui a beaucoup fait parler, avec Piccolo qui ne sait pas parler le Namek. En effet, Piccolo a déjà parlé le Namek avec Kami durant le 23e Tenkenchi Budokai, mais indique avoir oublié car il est resté trop longtemps sur Terre. Et effectivement, c'est n'importe quoi, car Piccolo a pu parfaitement parler cette langue à l'âge de 3 ans durant ce combat. Et qui se passe quand même 495 ans après l'arrivée de l'être qui le composait lui et Kami sur Terre. En plus, Piccolo a assimilé Nail et Kami, qui eux aussi savent parler le langage Namek, Kami l'ayant même appris à Mr. Popo. Et donc là, c'est bel et bien une grosse incohérence, créée pour que Neva puisse venir avec eux. Toujours dans l'épisode 11, Panzi indique qu'aucun Majin n'a réussi à battre un Takagami, ce qui pourrait supposer qu'un Takagami a déjà perdu un combat et contredirait ce qu'elle disait dans l'épisode 7, quand elle affirmait que personne n'avait réussi à battre un Takagami. Là, vu qu'il s'agit d'une phrase, je vais être gentil et dire que c'est juste mal exprimé. Le Super Saiyan 3 de Vegeta, ou Ultime Vegeta 1 comme il l'appelle, a également fait couler beaucoup d'encre. Et a raison, car il obtient le Super Saiyan 3 pour la première fois dans une suite de Dragon Ball. Une partie des fans indique que Vegeta n'aurait pas dû l'obtenir, mais est-ce vraiment le cas? Goku a dû s'entraîner 7 ans dans l'au-delà, avec un corps infatigable pour obtenir le Super Saiyan 3. Donc comment Vegeta aurait pu l'atteindre en seulement 6 mois? Il est tout d'abord important de souligner que Goku lui-même a reconnu que Vegeta avait atteint son niveau durant son combat avec lui sous sa forme Majin. Goku explique que malgré ses 7 ans d'entraînement dans l'au-delà, Vegeta avait dû s'entraîner plus que lui pour avoir un tel niveau. Cela veut donc dire que Vegeta était proche du niveau de puissance à avoir pour obtenir le Super Saiyan 3. Il n'a donc pas rattrapé le niveau de Goku en 6 mois, mais a bien mis 7 ans et 6 mois pour obtenir cette forme. Donc 6 mois depuis qu'il en ait pris connaissance. Bulma indique que Vegeta l'a débloqué durant un entraînement, exactement comme Goku. Mais Vegeta n'a pas eu l'assistance d'une énergie infinie comme Goku. Le fait que Vegeta ait connaissance de l'existence du Super Saiyan 3 et l'a vu à plusieurs reprises lui aurait permis de débloquer avec l'entraînement, mais non sans mal. Donc personnellement, je ne trouve pas que le Super Saiyan 3 de Vegeta ait une incohérence avec le manga. Cela désacralise le Super Saiyan 3, une forme si propre à Goku qu'il partageait avec Gotenks une fusion. Je comprends donc que l'on soit heureux pour lui, ou qu'on déteste le fait que Vegeta l'ait obtenu. Mais elle suit bien la logique et l'évolution des deux personnages. Ce que l'on trouve incohérent cependant,
c'est qu'une transformation qui peut être ressentie dans une grosse partie de l'univers n'ait pas pu être ressentie par Goku qui se trouve sur la même planète que Vegeta. Car il est étonné de voir le prince sous cette forme durant son combat contre le Takagami numéro 2. Le fait que Vegeta ait cette forme est cependant totalement incohérent avec Dragon Ball Super et GT, où Vegeta n'utilise pas cette forme quand il le devrait. Durant l'épisode 13, Goku et les autres atterrissent sur la planète Méga et rencontrent un jeune écolier mégatien, les poussant à se transformer en Super Saiyan. Nous avons donc là un adversaire du niveau de Cell, voire de Dabura, ce qui est totalement abusé. Ils pourraient contrôler le Damaikai et récupérer les 3 Dragon Ball, mais ne le font pas par fainéantise, déclare Shin. Bref, pour des gens qui peuvent détruire des planètes, un tel adversaire ne devrait pas poser problème. Donc, incohérent avec le manga lui-même pour cet épisode totalement inutile. Dans l'épisode 14, on voit Goku tomber pendant 3 minutes, et tout le monde a l'air de s'en foutre royalement. Personne ne vient l'aider, alors qu'il pourrait peut-être mourir électrocuté en tombant dans le seau. Bref, le laisser tomber sans l'aider et le fait qu'il mette autant de temps à chuter me paraît incohérent. Alors là, dans l'épisode 15, on voit Goku et Vegeta mis en difficulté par des pistolets énergiques. Bon, voilà, y a-t-il besoin d'expliquer pourquoi cela est incohérent? Ils peuvent résister à des attaques qui peuvent détruire des planètes, mais ce petit laser énergétique les a mis à terre. Puis, Goku et Vegeta peuvent aussi attaquer à distance en lançant des boules de ki et en finir rapidement. Bon, désolé, mais c'est incohérent et on va pas passer plus de temps là-dessus. Dans l'épisode 16, Goma réussit à retirer le 3e œil du malin de la ceinture avec une ventouse et sans taper 3 fois dans le dos de la ceinture. Méthode pour enlever l'œil comme indiqué par Alinsu plus tard. Cependant, cette méthode ne doit peut-être être effectuée que si l'œil est lié à un être vivant, laissant donc Goma récupérer le Mano Sado Eye sans avoir à utiliser cette méthode. Donc bon, je dirais que ce n'est pas une incohérence. Épisode 18. Comment ne pas parler du Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima, qui casse totalement la légende de cette transformation apparaissant dans Dragon Ball GT. Cette fois, c'est tout simplement Neva qui débloque cette transformation à Goku, sans effort et j'ai presque envie de dire sans logique. Goku nous parle d'un soi-disant entraînement dans l'épisode 20, qui lui a permis d'atteindre cette forme. Mais c'est bien Neva qui l'active. Bref, c'est nul et on comprend rien. Bien que cela ne soit pas incohérent avec le manga Dragon Ball car Goku ne nous montre rien à la fin du manga, cela l'est pour Dragon Ball Super et GT, car Goku l'aurait utilisé avant dans les premiers arcs. La puissance d'Ultimate Polunga a pu repousser Goma d'un simple coup de doigt. Bien sûr, la puissance des dragons est au niveau de son créateur, ici Neva. On est d'accord que Neva a une puissance magique extrêmement puissante, capable de récupérer les Dragon Ball de la Terre, les réactiver avant la limite de temps, créer et désactiver le barrage entre les mondes du Damaikai jusqu'à donner le Super Saiyan 4 à Goku. Neva semble totalement cheaté, et donc le fait que Ultimate Polunga le soit n'est pas incohérent pour moi. Pour moi aussi. Dans l'épisode 19, Goku et Piccolo indiquent ne pas avoir récupéré de leurs blessures et leur énergie après avoir retrouvé leur forme adulte. Mais Dende a récupéré sa forme normale et devrait facilement soigner Goku, Vegeta et Piccolo. Mais il semble oublier qu'il ait cette capacité. On pourrait dire que Goku oublie souvent qu'il possède le déplacement instantané dans Daima, mais là on parle de la capacité principale de Dende. Donc on va partir du principe que c'est une incohérence, qu'il ne fasse rien à ce moment-là. Donc pour conclure, avec le manga Dragon Ball, nous avons au total 7 incohérences. Shenron qui transforme les héros en petits, les voleurs de la Dragon Ball qui résistent à Goku, la surpuissance des Kraken, Piccolo qui oublie sa langue natale, le Namek, la puissance des Mégates, le fameux pistolet capable de tuer un Saiyan, et pour finir, l'inutilité de Dende. Avec Dragon Ball Daima lui-même, il y a 7 incohérences au total. Les cheveux de Krillin qui disparaissent, les voleurs de la Dragon Ball qui tiennent tête à Goku, la puissance des Kraken, La surpuissance. Piccolo qui ne sait pas parler le Namek, la puissance des Mégates, la longue chute de Goku et le fait que personne ne vienne l'aider, les pistolets tueurs de Saiyan, et toujours l'inutilité de Dende. Dans Dragon Ball Super, nous avons 3 incohérences. Shin et Kibito défusionnés. Problématique transformation du Super Saiyan 3 de Vegeta. Et l'horrible transformation du Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima. Respectons celle de GT.
Pour Dragon Ball GT, nous avons exactement les mêmes incohérences que Dragon Ball Super. La diffusion de Kibitoshin, le Super Saiyan 3 de Vegeta et le Super Saiyan 4 désastreux de Goku. Dites-nous si nous en avons manqué dans les commentaires. La vidéo est maintenant terminée. Commentez, abonnez-vous, likez, partagez. Donnez-nous un peu de puissance, un peu de pouvoir. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut.